Salut à tous, nous revoilà pour une nouvelle session de tutoriel. Cette fois-ci, on va parler back-end et on va parler Python et plus précisément, on va parler de Django. Donc, Django est un framework web qui nous facilitera grandement la création des API dont on aura besoin pour les différents tutoriels qu'on va exécuter dans ce contexte. Mais avant de regarder Django, il nous faudra une base de données. Je vais vous montrer comment installer PostgreSQL et comment installer Visual Studio Code. Puis, on va s'attarder sur Python, les environnements virtuels Python. On va créer un nouveau projet Django et on va l'intégrer avec la DB qu'on va créer préalablement. J'en profite pour vous informer que normalement dans les semaines à venir, il y aura pas mal de tutoriels Django et Python en général, où on va voir plus en détail comment créer des API avec Django, comment s'intégrer avec la DB, comment créer des tables dans la DB. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, laissez-moi un petit commentaire avec les spécificités de ce que vous aimeriez voir et abonnez-vous à la chaîne. Commençons tout de suite par installer Postgres. Pour cela, on va aller sur le site de PostgreSQL et voici les commandes qu'on doit utiliser pour installer PostgreSQL sur Ubuntu. Donc je vais simplement copier tout ça. Hop. On ouvre le terminal, on copie ça. Donc la première ligne va ajouter le repository PostgreSQL à notre liste de repos. La deuxième ligne va accepter, ou plutôt importer la clé du repo. Et maintenant, on peut faire un apt update. Ça, c'est intéressant. Donc, est-ce qu'il me dit skipping acquire of configured file, blablabla, as repository doesn't support architecture i386. Donc, ça, c'est marrant parce qu'on est sur du AMD 64. Donc, voyons ce que Google nous dit. Donc, ici, ils nous disent d'aller dans le fichier pgdg.list et rajouter ici arch égale AMD 64. Ben, faisons ça tout de suite. Donc, nano, atc. Et là, on rajoute arch égale AMD 64. On va sauvegarder tout ça. On réessaye l'update. Et cette fois-ci, ça s'est bien passé. Maintenant, installons PostgreSQL et pgadmin 4. Il ne trouve pas pgadmin 4, il trouve pgadmin 3. Je fais tout en live hein, parce que d'après moi vous aurez à peu près les mêmes problèmes que moi. Donc on va le faire ensemble. Ok, donc là il nous demande de rajouter un autre repository. Alors faisons-le. D'abord la clé. Now valid open pgp data found. Ah, c'est parce que je n'ai pas curl installé. Donc vous faites, si vous avez le même problème que moi, vous faites simplement sudo apt install curl. Et maintenant, on devrait pouvoir installer cette clé. Voilà, elle est installée. Rajoutons le repo à notre liste. C'est fait. Et maintenant, si tout va bien, sudo apt install pgadmin 4. Et cette fois-ci, il l'a bien trouvé. Donc attendez, on va installer les deux. Donc pgadmin 4 et PostgreSQL. Vu qu'on ne l'a pas encore fait. On fait yes. Et on attend que tout s'installe. Comme vous pouvez le voir, je préfère tout faire en live. Et puis s'il y a des erreurs, on les corrige ensemble. Sinon, vous ne verrez pas sur quelles erreurs vous pouvez buter. Vous serez peut-être bloqué, donc ça ne servirait pas à grand-chose. Après, si vous êtes sous Mac ou sous Windows, en règle générale, ça se passe nettement mieux parce que vous avez des exécutables qui contiennent toutes les dépendances et tous les packages dont vous avez besoin. Voilà, l'installation est faite. Donc maintenant, on va lancer pgadmin 4 et on va créer une base de données pour notre futur projet Django. Comme ça, c'est fait. Donc là, pgadmin 4 nous demande de créer un master password pour rentrer dedans. Donc là, moi, je vais prendre un truc tout bête. Hein, donc Postgres. Je vous propose que vous preniez quand même quelque chose de plus sûr pour votre base de données. Là, je travaille sur une machine virtuelle dédiée à ça qui va être détruite juste après. Donc on s'en fout un peu. Et là, on va essayer de se connecter à notre serveur local et vous allez voir que ça ne marchera pas. Donc là, je vais l'appeler local Postgres. La connexion, le hostname, ce sera du localhost. Et là, c'est là que ça va coincer, car il nous demande un mot de passe et nous n'avons pas encore créé de mot de passe. Donc ça ne risque pas de marcher. Juste pour vous montrer. Save.
effectivement, l'authentification pour le user Postgres n'a pas marché. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer un mot de passe. Et pour cela, on doit se connecter en tant que Postgres. Donc là, on va faire sudo su -Postgres. Là, on est logué en tant que Postgres en ligne de commande. Et maintenant, on peut exécuter PSQL. Et on va être logué automatiquement. Maintenant qu'on a fait ça, il faut qu'on assigne un mot de passe à cet utilisateur pour qu'on puisse l'utiliser à travers pgadmin ou d'autres applications. Pour cela, on va faire un alter user Postgres password. Et là, on va choisir le mot de passe pour l'utilisateur Postgres. Moi, je vais simplement le mettre, comme je dis juste avant, à Postgres. On fait entrer. Et voilà, on vient de mettre un mot de passe à ce user. Normalement, si j'essaie à nouveau de me connecter, comme vous le voyez, tout fonctionne. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouvel utilisateur pour notre application. Voilà. Notre application, ça va être une application qui va gérer des listes de to-do. Donc, je vais créer un utilisateur qui va s'appeler todo_user. Et pour le mot de passe, pour pas qu'on l'oublie, je vais l'appeler todo_pass. Les privilèges, on va dire qu'il peut se loguer. Ce ne sera pas un super user, mais il pourra créer des bases de données. Et je vais sauvegarder tout ça. Maintenant, on va créer une base de données. Cette base, on va l'appeler todo_db. Et le owner, ce sera le user qu'on vient de créer, donc todo_user. Je sauvegarde et nous avons bien une toute nouvelle base. Là, si on regarde, vous verrez qu'il n'y a pas de table dans cette base. Mais quand on va créer notre projet Django, on va voir comment Django crée et va populer ses bases. Donc voilà, donc ce sera tout pour Postgres. Maintenant, attaquons-nous à Visual Studio. Donc là, à nouveau, on va le faire ensemble. On cherche Visual Studio sur le net. Le voici, download. Et là, vous pouvez choisir le package qui correspond à votre ordinateur. Nous, on est sous Ubuntu. Je prends le .deb. On ne va pas l'ouvrir avec le software installer, car je ne sais pas pourquoi ça ne marche jamais dans mon cas, donc je vais le sauvegarder et je vais l'installer manuellement. Voilà, donc là il est dans le dossier download. Ok, donc là on doit quitter Postgres. Pour ça on fait un \q. On vient de quitter. On fait exit pour récupérer le user normal. Donc mon user SimpleTech. Maintenant je vais dans le répertoire download. Et là si je fais un ls-l, on voit bien le fichier code. Donc le fichier qu'on vient de télécharger avec Visual Studio Code. Et pour l'installer, on fait sudo dpkg-i, code et tout le reste du nom du fichier. On tape entrée et on attend que la magie opère. Visual Studio Code est installé. On vérifie. Il est bien là. Maintenant, ce qu'on disait, c'est qu'on veut créer des applications Python. Donc, il nous faut une version de Python. Normalement, je pense qu'il y a, voilà, il y a une version 3 qui est installée. C'est la version 3.8.5. On peut garder celle-là. En plus de cela, j'aimerais qu'on utilise pip pour installer certains packages. Je ne sais pas s'il y a une version de pip installée par défaut. Non. Alors, on va l'installer. Voilà, donc sudo apt install python 3-pip. On accepte tout ça. L'installation prend pas mal de temps, donc je vais très probablement raccourcir tout ça pendant le montage. Voilà, maintenant que pip est installé, je vais encore installer un package qui s'appelle virtualenv. Donc virtualenv, qu'est-ce que c'est? Ça va nous permettre de créer des environnements virtuels Python qui nous permettraient d'avoir différentes applications qui utilisent différentes versions de la même librairie. Donc imaginons que vous ayez deux applications, l'application A et B. L'application A utilise la librairie X version 1.0 et votre application 2, elle utilise la librairie X version 2.0 et les deux ne sont pas compatibles. Et vous n'avez qu'à installer deux environnements virtuels distincts avec les deux versions des librairies et chaque application tournera dans son environnement virtuel avec la version dont elle nécessite. Donc installons tout de suite virtualenv.
sudo apt install python 3-virtualenv. Maintenant, retournons dans notre dossier principal. On va créer un dossier qu'on va appeler venv. Je navigue dans ce dossier. Et là, on va créer notre environnement. Donc, virtualenv-p Python 3. Donc là, on indique qu'on veut utiliser Python 3 en tant qu'interpréteur. Et là, le nom de l'environnement, on va l'appeler todo, car notre application va, comme je l'ai déjà dit, gérer des listes todo. ls-l, vous voyez qu'il y a quelque chose qui a été créé. Si on navigue dans ce dossier, vous verrez plusieurs dossiers. Celui qui nous intéresse, c'est le dossier bin. On va rentrer à l'intérieur. Et là, vous voyez différentes choses. Donc, premièrement, vous voyez la version de Python qui est utilisée. Vous voyez aussi la version de pip, et ainsi de suite. Et là, vous avez un fichier qui s'appelle activate. Ce fichier est utilisé pour activer justement notre environnement. Pour cela, on fait un source activate. Si vous êtes sous Windows, vous ne tapez pas source activate, mais vous allez simplement exécuter le fichier activate.ps1, ce qui va faire exactement la même chose. Donc ça va activer l'environnement, et vous verrez comme ici, quand l'environnement est activé, entre parenthèses, le nom de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. À partir de maintenant, tout ce que j'installerai avec pip va être installé dans cet environnement virtuel. Commençons tout de suite. Donc la première chose qu'on aimerait installer, ce serait Django. Donc essayons. Pip install Django. Et voilà, Django est installé dans notre environnement virtuel. Ici, nous avons donc la version Django 3.1.7. Et maintenant, retournons dans notre dossier principal. Je vais créer un dossier, on va l'appeler dev. Et dans ce dossier dev, on va créer notre premier projet Django. Donc pour cela, on tape Django admin, start project, le nom du projet, todo backend, donc todo underscore backend. Et là, vous voyez que le dossier vient d'être créé. Si on navigue à l'intérieur, il y a il y a un fichier manage.py et un autre sous-dossier. On va regarder ça en détail, mais ça, on va le faire dans notre éditeur. Reprenons donc tout de suite Visual Studio et ouvrons ce dossier. Open folder. On l'avait mis dans Dev. todo backend. OK. Et voilà. J'agrandis tout ça. La première chose que vous voyez ici, c'est le fichier manage.py. Donc avec ce fichier, on peut faire énormément de choses pour gérer notre projet. Nous verrons au fur et à mesure différentes commandes que vous pouvez exécuter. Rappelez-vous pour le moment que c'est le fichier principal qui va être utilisé pour démarrer et stopper le serveur Django. Il va aussi être utilisé pour manipuler notre base de données, créer notre super user, ça on y vient tout de suite. Donc c'est un fichier assez central. Ensuite, vous avez un dossier qui a été créé, qui a exactement le même nom que votre projet. Et dans ce dossier, il y a deux fichiers importants. Donc le premier, c'est le fichier settings.py. Et là, vous avez toutes les configurations qui sont liées à votre projet. Et dans urls.py, vous avez les URL qui sont disponibles quand vous lancerez le serveur en question. Donc là, vous voyez qu'il y a déjà une URL qui a été définie. Et cette URL est très intéressante, et nous y reviendrons tout de suite, car c'est une interface d'administration. Donc c'est une interface qui vient gratuitement déjà pré-packagée, et qui vous permettra d'avoir un aperçu de ce qui est dans votre base de données, et vous permettra de manipuler les objets qui s'y trouvent. Avant de nous lancer dans la configuration de notre projet, comme vous le voyez, Visual Studio veut installer des extensions pour Python. Donc je vous recommande de les installer, on va le faire tout de suite. Et puis, pendant qu'il installe l'extension Python, cherchons aussi une extension pour Django. Après, je vais être très honnête, je n'utilise pas Visual Studio Code. De mon côté, pour le reste des tutoriaux, je vais utiliser PyCharm. Mais après, c'est une affaire de goût. Vous pouvez faire tout ce qu'on va faire dans ce tutoriel, vous pourrez le faire avec Visual Studio. Donc je vous recommande quand même d'utiliser une extension pour Django. Je vais prendre la première, je ne les connais pas. Au pire, installez-en plusieurs, ou plutôt essayez-en plusieurs et gardez la meilleure.
Donc là, il nous dit aussi que le linter pylint n'est pas installé. Donc on va l'installer aussi. Voilà, donc maintenant qu'on a les différentes extensions, retournons à notre projet. Ici dans le terminal, vous voyez une chose, on va l'utiliser. Donc le mieux, c'est qu'on active ici aussi notre environnement. Donc comme avant, on va faire un source. Et c'était donc le dossier venv to do bin. Et là, on va prendre le fichier activate. Et voilà, on a activé notre environnement. Maintenant, passons aux settings pour configurer Django afin qu'il discute avec notre base de données PostgreSQL. Donc, par défaut, Django va utiliser une base de données SQLite. Vous pouvez faire des tests avec et jouer avec Django, donc sans avoir de vraie base de données Postgres derrière ou MySQL. Moi, je vous recommande quand même d'utiliser Postgres, mais si vous êtes juste en train de jouer avec Django, vous n'êtes pas forcément obligé d'installer Postgres, vous pouvez juste utiliser cette base SQLite et ça fonctionnera tout aussi bien pour vos tests. Mais de mon côté, je préfère utiliser Postgres, donc on va configurer tout ça. Avant de pouvoir utiliser Postgres, il nous faut une librairie qui va avec. Donc cette librairie s'appelle PsychoPG2. Et pour l'installer, on ne va pas l'installer via pip simplement en ligne de commande, on va créer un fichier requirements.txt dans lequel on aura toutes nos dépendances. Comme ça, si on voudrait l'installer plus tard sur un serveur, et ben on aura directement le fichier avec toutes les dépendances nécessaires afin que le projet puisse fonctionner. Donc, la première dépendance, on la connaît déjà, c'est Django. La deuxième dépendance qu'on va utiliser, c'est PsychoPG2. On sauvegarde. Et maintenant, pour installer nos dépendances, on fait pip install -r pour requirements et on prend le fichier requirements.txt. Normalement, on aura une erreur quand on va installer PsychoPG2, mais je préfère la traiter avec vous. Donc voilà notre belle erreur. En fait, pour pouvoir installer PsychoPG2, il faut qu'on installe encore des dépendances dans Ubuntu. Et ça, on les voit ici. Donc, PsychoPG2, Dependencies Ubuntu. Et voici les dépendances dont on a besoin. Donc, libpqdev et pythondev. Et normalement, si on installe ça, yes. Et si on essaye de réinstaller notre requirement, cette fois-ci, tout se passe bien. Voilà. Donc, à nouveau, je vais le répéter, mais c'est très important. Donc, le plus important quand vous êtes en train d'essayer des nouvelles choses, ce n'est pas que ça fonctionne directement. Le plus important, c'est que vous sachiez trouver la réponse à vos problèmes. Et pour ça, Google est votre ami. Et il faut apprendre à utiliser Google efficacement afin de ne pas rester bloqué indéfiniment sur un problème. Respectivement, si vous travaillez en entreprise, il faut aller voir les collègues et leur dire « Écoutez, je suis tombé sur tel et tel problème, est-ce que vous l'avez déjà vu? Comment est-ce qu'on peut le résoudre ?» Ça ne sert à rien de se frustrer, c'est tout à fait normal. On ne peut pas tout savoir au premier coup. Il y aura des problèmes, il n'y a pas, même quand vous trouvez un tutoriel sur internet, même ma vidéo YouTube, dans 6 mois, il y aura peut-être une nouvelle version de la librairie X, Y ou Z, qui aura une dépendance qu'on n'avait pas à l'heure du tournage respectivement, qui n'existait pas à l'heure où l'article que vous êtes en train de lire a été écrit, et vous tomberez sur des problèmes. Et à ce moment-là, prenez Google, tapez l'erreur que vous avez rencontrée, et je vous assure que vous trouverez une réponse. Il faut juste persévérer. Et surtout, cherchez en anglais, parce que vous trouverez beaucoup plus de sources en anglais qu'en français. Alors maintenant, on a nos dépendances installées. On va pouvoir configurer notre projet pour qu'il utilise notre nouvelle base de données. On retourne dans Settings. La première chose à faire ici, c'est de changer cette engine. Donc, c'est plus du SQLite 3. À la place, on va taper DjangoDB Backends PostgreSQL. Le name, donc c'est le nom de notre base de données. On l'avait appelé todo_db. Puis, on va définir notre user.
qu'on a appelé todo_user, notre mot de passe, password, todo_pass, le host, on est sur du localhost. Bien entendu, si vous avez une DB externe, vous taperez ici votre adresse IP, enfin l'adresse IP de la base de données plutôt. Et là, le port qui est le 5432 pour Postgres. Maintenant qu'on a configuré notre base de données, Django vient, comme je vous l'ai dit, avec une interface d'administration. Cette interface d'administration, elle utilise des users et des mots de passe afin de permettre aux utilisateurs de s'y connecter. Ces users et mots de passe doivent être stockés dans une base de données. Et bien entendu, pour cela, il faut que les tables en question existent. Et ça tombe bien parce que Django vient déjà avec les tables prédéfinies qui doivent être installées dans notre base de données. Et il y a des commandes qui vont nous permettre de gérer notre base de données. Cette commande, elle est exécutée à travers le script manage.py. Donc pour l'utiliser, rien de plus simple, on va faire Python espace manage.py et là on va taper migrate. Donc migrate va faire en sorte que Django crée toutes les tables dont il a besoin dans notre base de données Postgres. Je lance ça. Vous le voyez, il a appliqué plusieurs scripts et ces scripts ont créé des tables. Donc si je retourne dans Postgres et que je fais un refresh des tables, vous voyez différentes tables d'authentification qui ont été créées. Là, si je lance notre backend, donc là pour lancer le backend, rien de plus simple, on tape Python, à nouveau manage.py, run server. Là, on a un serveur qui tourne sur le port 8000 du localhost, on va s'y connecter. Et vous voyez donc une première page nous indiquant qu'on a la propriété debug est égale à true qui a été configurée, c'est bien le cas. Et si on va à l'URL qu'on avait vu dans le fichier url.py, donc l'URL /admin, voyons ce qui se passe. Tiens, une page de login. Donc, je sais pas vous, mais moi je me rappelle pas avoir créé d'utilisateur. Donc là, vous pourriez me dire, bah, t'as qu'à essayer l'utilisateur todo_user. Je vous laisse le faire, mais vous allez voir, ça ne marchera pas. Non, en revanche, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut à nouveau utiliser ce fichier manage.py pour créer un super utilisateur qui pourra se connecter à cette interface. Donc, je vais avec CTRL-C éteindre ce serveur. Et maintenant, je tape Python, manage.py, create super user. Et voilà, là, il me demande mon username. Je vais garder SimpleTech, une adresse email, je n'en ai pas besoin. Un mot de passe qu'on va répéter. Et là, il nous dit super user created successfully. Si on relance Python manage.py run server, qu'on retourne sur la page admin et qu'on essaye de se loguer avec SimpleTech, on a réussi à se loguer et on atterrit sur une page où on voit deux tables, une table user avec notre utilisateur SimpleTech qu'on vient de créer et une table groupe, sans groupe, dans lequel on pourrait créer des groupes d'utilisateurs qui auraient plus ou moins de droits sur l'interface Django ou dans les applications qu'on va développer. Donc là, vous pouvez, si vous le souhaitez, créer des nouveaux utilisateurs. On va prendre un utilisateur test avec le mot de passe. Allez, on va prendre un truc simple. On va sauvegarder. Là, on peut définir un nom et un prénom pour notre utilisateur, une adresse email si on le souhaite. Il peut être actif ou inactif. On peut dire s'il fait partie du staff. Comme vous pouvez le voir ici, les gens qui ont ce flag peuvent se connecter à cette interface admin. Donc là, on va le mettre. Et là, on va aussi le désigner en tant que super user. Donc si on le désigne en tant que super user, cet utilisateur aura toutes les permissions qui sont définies ici, sans qu'on les définisse une à une.
Si le user s'est déjà logué, vous verrez ici la date du dernier login et la date à laquelle l'utilisateur a été créé. Je sauvegarde. Je vais faire un logout et on va essayer de se loguer avec cet utilisateur. Donc c'était le test. Et on a bien réussi à se loguer. Ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. On a appris à créer notre première application Django. Elle ne fait encore rien de spécial, à part ce que toute application Django sait faire par défaut. Mais on l'a connectée avec notre propre base de données. Vous devriez avoir compris que le fichier manage.py va nous servir régulièrement pour gérer notre application. Et vous avez un premier aperçu de l'interface d'administration qui vient out of the box avec Django. Dans le prochain tutoriel, nous allons voir comment créer notre propre module Django avec des tables qui lui sont propres. Et on va aussi voir comment pouvoir les ajouter à ce site d'administration. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt.